Alors nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi lors du CA du Front syndical de classe notre camarade Annie Lacroix-Rize. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, une rapide présentation. C'est une grande historienne, spécialiste des questions du syndicalisme, de l'impérialisme et du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc c'est qui pour intervenir sur les questions du syndicalisme ouvrier et de l'impérialisme. Savoir que dès la constitution de la section française de l'Internationale ouvrière, de la SFIO, ancien nom du Parti socialiste, à peu près la quasi-totalité de l'appareil de direction CGT, anarcho-syndicaliste d'origine ou pas, a adhéré à la SFIO. Il faut le savoir d'ailleurs, parce que même Jouot, qui était le jeune anarchiste qu'on avait collé là en 1909 à la tête de la CGT, un peu comme Thiers avait pensé que Louis-Napoléon Bonaparte serait un crétin que l'on mènerait, est devenu très vite un membre de la SFIO, et Jouot a toujours été encarté à la SFIO, y compris au moment les plus glorieux du thème polémique de l'indépendance syndicale. Donc c'est une question de fait qui ne s'est jamais posée, mais la question de fait qui s'est posée, je dirais à partir de la même époque, puisqu'on sait que la CGT est née en 1895, la CGT est donc née à l'époque où commençait à se déployer la phase impérialiste du capitalisme. Elle se déploie entre 1880 et 1913, juste avant que Lénine ne l'analyse dans sa fameuse et excellente petite brochure « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Et donc, c'est là que commence à se poser clairement la question de la prégnance réformiste sur le syndicalisme, et je le dis parce que le débat a été en particulier initié par les réflexions d'Engels et réflexions critiques sur son remarquable livre écrit à l'âge de 25 ans, un peu optimiste mais remarquable quand même, la situation de la classe laborieuse en Angleterre, qui est encore à l'époque contemporaine considérée comme la meilleure analyse de la classe ouvrière britannique au XIXe siècle, et que c'est intéressant dans cette période caractérisée par une crise systémique et où on se pose la question de savoir si l'impérialisme, enfin si le capitalisme en a encore historiquement pour longtemps. En 1845, le jeune homme pense que la crise de 1846, du début des années 1840, est tellement profonde que dans les années à venir, tout va s'effondrer et que le capitalisme est quasi mort. Et comme dans les années 1890, il n'est toujours pas mort, il réfléchit, ou 80, et à partir de 1885, il fait une analyse critique justement sur cette situation qui aboutit, je demande aux camarades d'avoir la curiosité de se reporter aux éditions sociales de 1960, ce grand livre qu'est la situation de la classe laborieuse en Angleterre, parce qu'il faut y lire l'extraordinaire préface de 1892 à l'édition allemande, dans laquelle Engels amorce une étude qui sera au cœur d'ailleurs de la théorie léniniste de l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire montre comment ce parti travailliste, ces anciens chartistes qui croyaient porteurs de révolution et animateurs d'une révolution qui balayerait le capitalisme, eh bien comment ces gens se sont transformés en porteurs de serviettes pour un capitalisme, pour un, on ne dit pas encore impérialisme, mais pour un capitalisme qui apporte des miettes, notamment grâce à l'exploitation du reste du monde, puisqu'on est déjà dans la période où se dessine le rapport de force entre ce qu'on appelle le centre impérialiste, et la périphérie, c'est-à-dire l'ensemble non seulement des classes exploitées, mais du monde largement exploité par le colonialisme. Et il faut savoir que cette formule que reprend Lénine dans l'impérialisme au stade suprême du capitalisme, elle est déjà là dans les années 1890 où se pose en France la question de la participation ministérielle. Tous les débats que nous avons aujourd'hui sont des débats
qui sont tenues en particulier à partir de 1899 et de la question de la participation ministérielle des socialistes au gouvernement, qui font d'ailleurs intervenir Rosa Luxembourg pour dire que l'entrée dans un gouvernement capitaliste n'a jamais rien apporté aux travailleurs, mais qu'elle a sérieusement abîmé ceux qui s'y essayaient. 1899, ce débat, c'est vous dire que nous sommes au cœur des questions strictement contemporaines. Et c'est là que s'élabore cette idée reprise par Lénine qu'il y a à la faveur du déploiement de l'impérialisme et des miettes qu'il peut dispenser à une fraction privilégiée des dirigeants de la classe ouvrière, une mise en place d'une aristocratie ouvrière, le terme est employé déjà chez Engels, opportuniste, dans le langage de Lénine toujours fleuri et très significatif, manié et corrompu à loisir par les classes dirigeantes, les délégués du capital financier, qui finalement trouvent que le capitalisme, c'est pas si mal que ça. Et qu'on est au cœur de choses très modernes. Hein. Et on est au tournant du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Autrement dit, se posent là des questions qui se sont posées pendant toute l'histoire du mouvement ouvrier français, d'un mouvement ouvrier français sur lequel je vais me centrer, mais bien entendu, on pourrait faire la même analyse pour l'ensemble des mouvements syndicaux avec cette caractéristique de la France qui est que le courant révolutionnaire y a toujours été plus important que dans les pays du centre qui sont autour de nous et où pratiquement l'aristocratie ouvrière avait totalement la main sur le syndicalisme. Or, c'est une étude difficile en France parce que, je dirais, de plus en plus difficile, bien que des fonds se soient ouverts. D'abord, il faut signaler que tous les fonds patronaux sont fermés depuis des temps immémoriaux, enfin, sauf exception. Qu'on ne peut guère s'appuyer sur les archives policières, mais pour la période strictement contemporaine, c'est un petit peu délicat, comme on s'en doute. Et puis parce que la droitisation générale de la société, de la sphère intellectuelle, ont amené au fait que toute une série de questions qui étaient débattues, qui faisaient partie du débat public dans les périodes encore combatives, dans les périodes très marquées par les résistances ouvrières ou l'offensive ouvrière des années 30 et 40, eh bien, tout ça a disparu de telle sorte que toute une série de questions, et notamment la question syndicale et la question des scissions syndicales, tout ça c'est devenu tabou. Alors que finalement c'était une question classique. Parler de la scission de la CGT dans les années 1950 et encore 1960, voire 1970, non seulement c'était licite, mais c'était courant. Aujourd'hui, qui en parle personne. Alors, cette aristocratie, évidemment, et en plus, la CGT n'en parle même pas, elle en parle même de moins en moins, puisqu'on le sait, on essaiera de voir pourquoi. D'ailleurs, elle n'a pas échappé à une conjoncture particulièrement préoccupante qui s'est laissée percevoir au début des années 2000, je dirais en 2007, quand le scandale sur la fluidification sociale assurée par l'UIMM, ancienne Union des industries métallurgiques et minières, devenue, c'est tout un symbole que d'avoir conservé le sigle, alors que le comité des forges a disparu. Mais avec le même sigle, c'est devenu l'Union des industries, des métiers de la métallurgie, mais finalement, bon, c'est à peu près toujours la même chose. Et sur ce petit rideau à peine levé, sur cette horreur, c'est-à-dire au minimum 600 millions de fonds consentis à la fluidification sociale, c'est-à-dire en gros à la corruption de l'aristocratie ouvrière, eh bien, tout ça s'est vite refermé, mais on a perçu quelque chose, et je dois dire d'ailleurs qu'on a perçu quelque chose de très surprenant, parce que pour qui connaît un petit peu l'histoire de la CGT et suit sa presse, il est certain que
le manque d'indignation vibrante de la CGT quand le scandale a été connu, par opposition à la période antérieure où quand on parlait de corruption, il y avait une sorte le cri du cœur de la CGT qui disait toujours qu'elle n'était pas dans le coup et que la corruption ne pouvait pas s'opposer en ce qui la concernait. Eh bien, on a constaté quelque chose de différent. Tout ça pour dire que je vais évoquer, comme on ne pourrait pas s'y attendre, non pas seulement, non pas surtout l'action patronale intérieure, mais quelque chose qui est au cœur des problèmes actuels, mais évidemment avec le cœur patronal national, il faut le savoir, qui est au cœur des questions actuelles, c'est-à-dire une CGT qui est marquée non seulement par le patronat vernaculaire, le patronat national, mais par des patronats ou par l'action de patronats étrangers. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, donc moi je vais parler de la CGT, je dirais confrontée aux impérialismes dominants, sachant que ces impérialismes dominants sont des impérialismes qui dominent l'impérialisme français depuis sa naissance pratiquement, et que grosso modo, comme l'impérialisme italien, l'impérialisme français a tendance quand même à se partager très largement depuis la fin du XIXe siècle entre son grand tuteur allemand et son grand tuteur américain. Et que, évidemment, ça a des conséquences sur le mouvement syndical, sachant que c'est enfoncer une porte ouverte, mais il faut quand même l'enfoncer. Si le mouvement patronal est un mouvement indépendant, je dirais, par essence, le mouvement syndical ouvrier ne peut pas être un mouvement indépendant parce que la situation de salariat fait qu'on est dans la dépendance du capital et par conséquent cette dépendance, elle a des antennes partout, y compris évidemment sur l'organisation de la classe ouvrière, quels que soient les efforts faits. Alors, quand il n'y a plus d'efforts faits, évidemment, la dépendance est bien plus grande. Autrement dit, avec l'aval, avec l'appel du patronat national, eh bien, ce poids international est devenu plus important, sachant que les grands moments du syndicalisme national, en France comme ailleurs, sont très liés aux phases des crises systémiques. Or, on dirait que des phases systémiques, des crises systémiques du capitalisme, on n'arrête pas d'en connaître, puisque ça n'a pas arrêté depuis 1873, que la première a débouché sur la Première Guerre mondiale, que la deuxième a débouché sur la deuxième, et que la conjoncture dans laquelle nous sommes rend évidemment les perspectives, je dirais, d'évolution internationale pacifique douteuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aristocratie ouvrière? On ne l'utilisera pas de manière polémique, hein, c'est quelque chose de factuel. C'est quelque chose de factuel que je vais encore rapporter d'ailleurs à l'évolution de notre anarcho-syndicaliste Jouot, puisque je vais commencer évidemment par une première période qui est l'histoire de la CGT de la fin du XIXe siècle, enfin de la Première Guerre mondiale, jusqu'à la phase manifestement américaine, hein, c'est-à-dire les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais rappeler que Jouot, à la tête sur le plan syndical de l'aristocratie ouvrière social-démocrate, se fait recruter, d'abord n'est pas frappé par le fameux carnet B, hein, qui devait aboutir à l'arrestation de tous les militants ouvriers et syndicaux, mais connaît même une extraordinaire promotion, non seulement parce qu'il contribue directement à assurer la participation disciplinée, sinon enthousiaste de la classe ouvrière à l'effort de guerre, mais parce qu'on le sollicite même d'aller remplir des tâches internationales. Je rappelle que Jouot a été utilisé par le patronat français pour aller convaincre les travailleurs italiens qu'il était de leur très grand intérêt de participer à la boucherie, sur laquelle quand même, vu que c'était en 1915,
les Italiens commençaient à avoir des informations des pots argent. Mais enfin, il a été efficace. Et alors, il faut bien voir que dans cette première période, eh bien, le carcan patronal français se renforce d'influences étrangères qui ont été caractérisées par les mêmes éléments qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, d'une part, une influence américaine, d'autre part, je le répète, hein, mon intervention ne considère pas que le patronat français n'existe pas. Elle se centre sur les influences étrangères. Alors d'abord, notons que les États-Unis jouent un rôle croissant, d'abord parce que cet impérialisme est le premier et le vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale, comme dit très bien le général Doyen le 16 juillet 1941, quand il explique qu'il va falloir passer de la phase allemande à la phase américaine, parce que le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale sera incontestablement le super vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il faudra que le monde se plie à tous ces desiderata pendant longtemps. Et alors ça nous mène évidemment au rôle des États-Unis dans les lendemains de la Première Guerre mondiale, que René Moriot, politologue qui a été, vous le savez, spécialiste de la CGT, que je dirais de la gauche raisonnable. Il a fait un ouvrage qui s'appelle La CGT, paru en 1982, dans lequel il présentait les choses, je dirais, en termes, moi, que je trouve un peu excessifs, enfin, inexacts. Il disait que le choix, au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'était entre Lénine et Wilson. C'est inexact. C'était un choix contre Lénine, ce n'était pas un choix entre Lénine et Wilson, c'était un choix anticommuniste qui est extrêmement intéressant parce qu'il est étudié surtout ailleurs que chez nous. Chez nous, non, parce que c'est la grande question du manque d'études scientifiques sur le syndicalisme français. L'atmosphère académique est telle qu'il est impossible, sauf à être européiste, bélant, du genre de ceux qui lancent des proclamations permanentes ces temps-ci pour nous faire voter le 26 mai, il est quasiment impossible aujourd'hui, je dirais, de faire une thèse scientifique sur le mouvement ouvrier, hein, d'ailleurs ça ne se fait plus, on le sait tout ça en particulier à cause des recherches étrangères, y compris d'ailleurs de travaux qui n'ont jamais été traduits, ça c'est une habitude. Mais il faut savoir d'emblée que l'enthousiasme américain a caractérisé l'aristocratie ouvrière pendant une grande partie de l'entre-deux-guerres, et en particulier les années 1920, où les experts de la CGT réformiste, experts qui n'étaient d'ailleurs pas forcément d'origine salariée, qui étaient très souvent issus, à l'époque sinon de l'entreprise, du moins de la branche académique, ces gens exaltaient. Je pense par exemple à quelqu'un comme Hyacinthe Dubreuil, tout ça ne dit plus rien à personne, mais Hyacinthe Dubreuil fait toute une série d'ouvrages dans les années 20, dont un qui s'appelle Standard, qui montre son extase devant le système fordiste de la chaîne, le taylorisme, et qui explique que la prospérité est indéfinie, enfin ça dure jusqu'en 29, mais on a trouvé après un moyen de se recycler, n'est-ce pas? Et donc, ces experts, ces admiratifs, ils sont là dans les années 20, ils aiment beaucoup les États-Unis, comme le patronat français d'ailleurs affiche une grande passion pour les États-Unis, hein, qui sont les éléments majeurs de l'histoire, et notamment de l'histoire financière internationale de l'après-Première Guerre mondiale. Alors je le dis aussi parce que ça me permettra de noter d'emblée, j'aimerais pas y revenir, que dans le dictionnaire Métron, que beaucoup connaissent, il y a sur les confédérés de la CGT, sur l'aristocratie ouvrière de la CGT, il y a un moment de grande discrétion. Souvent leur biographie a des trous de 1937-38 à 1945. Alors il se trouve que je suis un peu curieuse et que j'ai de temps en temps travaillé sur ces trous. Ce sont des trous éclairants, y compris d'ailleurs celui de Hyacinthe Dubreuil. Bon, je vais quand même vous le dire tout de suite parce que j'anticipe un peu, mais alors celui-là, donc le fordiste, là, il publie en 1941 une chevalerie du travail dédiée à Pétain. Il a la Francisque, et une Francisque
récent, enfin pas vieille, hein, une francisque de juillet 1941, la 254, demande acceptée, demande. Évidemment, il passera par le Secours national, il est synarque, voilà, je considère que c'est pratiquement connu, ou sous synarque, il est sur la liste des 364 de 1943, comme Dubreuil-Hyacinthe, ancien syndicaliste, ex-fonctionnaire du BIT. Effectivement, il ne peut plus être syndicaliste, vu que c'est les syndicalistes, les chefs syndicalistes de la CGT qui ont tué eux-mêmes la CGT. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est très très intéressant ça sur l'évolution de l'aristocratie ouvrière, et ça vous explique les trous de la biographie de 1937-1945. S'il n'y avait pas les trous, on pourrait réfléchir beaucoup mieux sur les ressemblances entre la conjoncture présente et la conjoncture de l'avant-deuxième guerre mondiale. Enfin bref, il y a une période d'impérialisme dominant américain où se nouent des liens extrêmement intenses avec la partie social-démocrate française. Il faut savoir que la passion de la SFIO pour les États-Unis, ça ne date pas de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Ça date de l'avant-Deuxième Guerre mondiale. Bloom adore Roosevelt, est en extase devant le New Deal, etc. Et les financements commencent à ce moment-là. Je renvoie aux archives américaines même publiées, et puis évidemment une énorme production. Alors, autrement dit, on a dès ce moment-là une très grande attirance pour le grand exemple de la prospérité à jamais définitive du capitalisme américain. Et puis, il y a la crise, comme vous le savez. Alors, la crise, elle a un double effet, hein. Évidemment, d'abord, elle a un effet très fort en France, là encore, qui doit nous alerter par ses ressemblances avec la conjoncture actuelle, c'est-à-dire qu'on a eu une période dans les années 20, finalement, qui semblait ouverte pour certains, pour l'aristocratie ouvrière, à une prospérité sans égale et sans fin. Et puis la terrible crise des années 1930 remet les pendules à l'heure. Je vais citer un discours que j'aime beaucoup, que tout le monde devrait connaître, si la formation avait conservé la fonction qu'elle devrait avoir, tout le monde le connaîtrait. C'est le discours du 7e congrès de l'Internationale communiste du secrétaire général de la Ligue internationale, Georges Dimitrov, qui fait cette remarque, qui montre que les choses connaissent de grands ébranlements. La crise a ébranlé à fond même la situation des couches les plus assurées de la classe ouvrière, ce qu'on appelle l'aristocratie ouvrière, sur laquelle la social-démocratie s'appuie principalement. Et ces couches se mettent de plus en plus à réviser leurs anciennes opinions sur l'utilité de la politique de collaboration de classe avec la bourgeoisie. Nous voilà là encore au cœur des questions contemporaines, discours de clôture, donc un célèbre discours d'août 1935, intitulé « Pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme ». Et je ne l'ai pas dit, mais évidemment, la CGT aristocrate est une CGT qui a tout verrouillé. On évoquait tout à l'heure les mouvements de grève, il faut le savoir, toujours, une grève, c'est ou trop tôt, ou trop tard. Enfin bref, je vous recommande vivement la lecture, y compris d'ailleurs d'ouvrages très social-démocrates. Il y en a un qui est très social-démocrate, mais finalement quand même fort honnête. C'est les ouvrages de Bernard Georges et de Denise Tinton sur Jouot, pourtant très admiratifs, hein. Il y a 2 volumes, et c'est très intéressant parce que vous y voyez que Jouot lance toutes les grèves de l'après-première guerre mondiale, et encore, ils ne disent pas tout, avec le souci manifeste de faire échouer toutes les grèves, lesquelles sont trop précoces ou trop tardives. Et puis on va, vous savez, par exemple, dans les années 20-21,